Bonjour, donc je suis le docteur Fleck, médecin du travail, et avec euh, notre équipe de santé au travail élargie, puisque nous travaillons aussi en pluridisciplinarité, nous allons vous présenter les différents risques professionnels auxquels vous êtes exposés au sein des cabinets dentaires. Et ça, dans le cadre d'un webinaire flash de 30 minutes. Alors, voici le sommaire. Donc là, on vous présente les risques principaux. Bonjour, je vais commencer par vous présenter les risques biologiques lorsqu'on travaille dans un cabinet dentaire. Donc, pour mémoire, la sphère ORL n'est pas stérile. On y trouve une flore commensale très abondante avec de nombreuses espèces bactériennes. En effet, on compte entre 350 et 500 espèces différentes. Elles ont un rôle de protection. Cette flore commensale, elle a un rôle de protection car elle tapisse les muqueuses. Le but de cette flore commensale, c'est d'empêcher la colonisation de bactéries qui, elles, seraient potentiellement pathogènes. Les bactéries qui sont présentes dans la flore ORL sont variées. On trouve surtout une flore anaérobie et de nombreux types de streptocoques. Et comme vous le voyez sur le tableau, cette flore varie selon qu'on soit dans la muqueuse ou dans le conduit auditif. En effet, par exemple, dans la muqueuse buccale, on va trouver surtout du streptocoque, des anaérobies, tandis que dans le conduit auditif, on verra davantage de streptocoque epidermidis ou de corynebactéries qui sont des germes de la peau. À propos de cette flore ORL, il est important d'avoir quelques repères. C'est-à-dire que la sphère ORL peut contenir des agents qui sont potentiellement pathogènes. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. En effet, certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, sont porteuses, ont un portage sain de bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes, comme par exemple le méningocoque ou le pneumocoque, qui sont des bactéries qui peuvent être responsables de méningite, de pneumonie. Eh bien, chez 10 à 15% des personnes, on peut trouver du méningo ou du pneumocoque. Toujours important à savoir, les patients peuvent venir en consultation alors qu'ils sont en cours d'une infection virale ou bactérienne. Ça n'a rien à voir avec la problématique pour laquelle ils viennent consulter leur dentiste, mais cependant être excréteurs par leur voie aérienne de pathogènes. Ça peut être la grippe, ça peut être la varicelle ou encore un Covid-19. Le patient peut venir en consultation avec une problématique infectieuse, donc ça peut être le motif pour lequel il consulte son dentiste, comme par exemple un abcès, et là il va y avoir des germes spécifiques à l'abcès à l'intérieur de l'abcès. Le patient, enfin, peut avoir une infection virale ou bactérienne aiguë et chronique qui pourrait exposer le personnel dentaire lors des soins invasifs par une exposition au sang. Et l'exemple le plus typique, c'est l'hépatite B chronique. Donc, quels sont les modes de contamination au sein du cabinet? Alors, un des modes de contamination, c'est le contact direct. Donc, un des exemples, c'est le contact de la main non gantée avec un sujet qui présente un herpès simplex labial ou gingival. Et là, il y a un risque de panarie herpétique par un contact direct avec les doigts qui ont été introduits dans la cavité buccale. Un autre mode de contamination, c'est la piqûre. Donc, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une blessure avec une aiguille qui est souillée de sang avec un patient qui a un portage chronique de virus, comme par exemple l'hépatite C. Un mode de contamination dont on a beaucoup parlé depuis 2020, c'est la contamination aérienne. Avec, par exemple, là, on peut parler d'une varicelle, parce que la varicelle, c'est une expression cutanée, mais la transmission de cette maladie, c'est par un virus qui se transmet par voie aérienne. Mais sinon, l'autre exemple auquel je pensais, c'était évidemment le Covid-19. Un autre mode de contamination possible, c'est la projection, comme par exemple la projection de gouttelettes dans les yeux du personnel de santé lorsqu'il effectue des soins dentaires à un patient qui a une infection virale. Et là, ça peut être tout type d'infection virale, par exemple une infection à entérovirus, adénovirus, tout type de virus.
Là, on va reprendre quels sont les types de pathogènes qu'il est possible de rencontrer selon le mode de contamination. Ainsi, la contamination par voie sanguine expose à un risque d'exposition au VIH, au VHC et au VHB. Il est important de savoir que la transmission aux professionnels de santé par le VIH est très faible et de l'ordre de 0,3% lorsqu'on se pique avec un patient qui présente un VIH. Cette transmission est en revanche bien plus importante lorsque le personnel de santé se pique avec un patient qui est porteur d'une hépatite B chronique. Là, le risque de transmission du patient au soignant est de l'ordre de 30%. Les types de pathogènes qu'il est possible de rencontrer par voie aérienne, eh bien, il y a de nombreux pathogènes qui peuvent être contaminants. On citera la grippe, la rubéole, les oreillons, la rougeole, tous les virus du groupe herpès, donc herpès simplex, Epstein-Barr virus, le cytomégalovirus. Il y a également le papillomavirus, l'adénovirus, le Covid-19, et en termes de bactéries, on peut être contaminé par la tuberculose ou par le méningocoque. En ce qui concerne la transmission par voie cutanée, l'herpès simplex est prédominant. Et enfin, pour les contaminations par voie muqueuse, par justement les projections, ce sera surtout l'entérovirus et l'adénovirus qui sont les pathogènes possibles. En termes de prévention, il est très important d'informer et de former les personnels de santé pendant leurs études et dès qu'ils commencent à faire des stages à leur prise de poste, et cela de façon périodique. Il est important également d'organiser le travail de façon à lorsqu'on manipule des aiguilles, de bien savoir qu'il ne faut pas les recapuchonner, d'utiliser tous les matériels selon les spécifications du fabricant, de gérer ses déchets, de jeter les déchets biologiques dans des poubelles spécifiques et enfin d'avoir des conteneurs spécifiques pour tout ce qui est piquant, coupant, tranchant. Évidemment, il est important de respecter et d'expliquer les précautions standards d'hygiène, donc l'hygiène des mains, le port de gants, le renouvellement de ces gants, prévention des projections avec le port de masque, entretien des dispositifs, hygiène du linge et bio-nettoyage des surfaces. Pour la vaccination, je laisserai la parole à ma collègue. Toujours dans la prévention, les équipements de protection individuelle sont très importants. On l'a vu avec le Covid-19, le port de masque chirurgical, voire FFP2, les lunettes de protection, la casaque. Il peut y avoir enfin des précautions spécifiques selon les équipements qui sont utilisés chez les dentistes. Il est important que dans chaque cabinet dentaire soit définie une conduite à tenir face à un accident exposant au sang afin de ne pas être pris au dépourvu lorsqu'un tel accident se produit. Et si jamais un tel accident se produit, il est important d'analyser les causes de cet accident de travail afin qu'il ne se reproduise pas. Je passe maintenant la parole à ma collègue à propos des vaccinations. Bonjour, on va faire ensemble un point sur les vaccinations. Alors pour rappel, en milieu du travail, les vaccinations sont régies par deux réglementations, qui sont le Code de la santé publique et le Code du travail. La vaccination du personnel de santé a pour objectif de les prémunir contre un risque professionnel et de protéger les patients dont ils ont la charge. Les vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé sont la vaccination contre l'hépatite B. Le schéma vaccinal comporte 3 doses. Une sérologie est réalisée après la troisième. Un titre d'anticorps supérieur ou égal à 10 unités par litre. Un titre d'anticorps anti-HBs supérieur ou égal à 10 unités par litre est retenu internationalement comme seuil d'immunisation. La vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Chez le personnel de santé, l'entretien de l'immunité est obligatoire, avec des rappels effectués aux mêmes âges fixes que la population générale, c'est-à-dire à 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans, avec si nécessaire une dose d'antigène coquelucheux. La vaccination contre la Covid-19 est obligatoire depuis la loi du 5 août 2021 pour les professionnels de santé. Le schéma vaccinal comporte 3 doses.
Et pour terminer, en fonction de l'évaluation des risques biologiques, le médecin du travail pourra recommander une vaccination complémentaire contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, rubéole, la varicelle, le BCG, ainsi que la vaccination contre la grippe. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous parler des expositions au sang et aux autres risques biologiques. Faut activer le micro, Agathe. Pardon. À propos des accidents d'exposition au sang, il est important de combattre une idée reçue. Il ne faut absolument pas faire saigner la piqûre ou la blessure. La première des choses à faire, c'est de nettoyer, voire de parer la zone blessée avec de l'eau, du savon, rincer abondamment. Et ensuite, tremper le doigt ou à défaut déposer avec une compresse avec du daquin qui est de l'eau de javel diluée en fait. En cas de projection sur les muqueuses ou sur les yeux, il faut absolument prendre une poche de sérum physiologique si c'est au niveau des yeux et rincer. Rincer abondamment pendant au moins 15 minutes. Et si jamais il y a une projection dans les muqueuses, il faut cracher et rincer la bouche à l'eau courante. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, il faut absolument déclarer l'accident de travail. Donc, il faut informer l'employeur, remplir la déclaration d'accident du travail, puis se référer à la procédure qui doit être, si possible, prévue et affichée au sein du cabinet dentaire et se rendre au service d'urgence de l'hôpital le plus proche. Donc, pour mémoire, la déclaration datée, elle doit être faite dans les 24 heures et ensuite, l'employeur, lui, a la responsabilité de déclarer à l'assurance maladie dans les 48 heures l'accident du travail du salarié. Évidemment, il est nécessaire de prévenir le médecin du travail qui pourra donner des conseils aux salariés dans les plus brefs délais. Les moyens de prévention, on en a parlé tout à l'heure, c'est le port des équipements de protection individuelle, les gants, les masques, les lunettes et le respect des règles d'hygiène. Et je vais passer maintenant la main pour les troubles musculo-squelettiques. Merci Agathe. Donc effectivement, je vais vous parler des troubles musculo-squelettiques auxquels s'expose le personnel dentaire. Donc déjà, qu'est-ce que les TMS? Il faut savoir que c'est en fait, donc on appelle ça TMS, troubles musculo-squelettiques, qui se traduisent principalement par des douleurs et une gêne fonctionnelle qui peut être plus ou moins importante et surtout qui peut être aggravée lors de l'activité professionnelle. Donc, il y a différents facteurs à risque qui peuvent conduire au TMS, par exemple l'adoption d'une posture statique prolongée ou contraignante, des mauvais angles, une flexion du tronc, une flexion de la tête, éventuellement la répétition d'un mouvement. Ça peut être aussi dû à la concentration de la force sur une petite partie de l'organisme, telle que la main ou le poignet, ou bien une cadence de travail avec une récupération insuffisante entre les mouvements. En tout cas, il faut savoir que de manière générale, aucun de ces facteurs vont provoquer à eux seuls les TMS. C'est la combinaison de ces divers facteurs et leur interaction qui va engendrer différentes lésions. Donc, c'est souvent les membres supérieurs qui sont touchés, tels que le dos, le poignet, l'épaule et le coude, et puis un petit peu plus rarement les membres inférieurs, comme le genou. Dans quelle mesure les dentistes sont-ils concernés? Ça peut être en fait les cervicales qui sont endolories, le dos tendu, contracté, certaines articulations qui vont être douloureuses. C'est vrai que c'est un métier où où ils sont très touchés par les TMS. Donc, il y a plusieurs causes.
surtout en lien avec une position de travail statique et parfois prolongée. Donc, il faut être penché au-dessus de la cavité buccale. Donc, ça, c'est sûr que c'est des postures qui sont contraignantes. Peut-être aussi le fauteuil des patients qui ne sont pas suffisamment ajustables. Des équipements parfois aussi inadaptés, le manque d'utilisation de chaises ou de tabourets utilisés par le chirurgien dentiste pendant ces actes longs. On voit aussi qu'il y a des études qui montrent que 29% de cette catégorie professionnelle est touchée par des douleurs dorsales, hein, donc liées à l'activité. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que les étudiants, au cours de leurs études, sont déjà exposés à des contraintes physiques. Donc, ça nécessite peut-être une rigueur dès l'apprentissage pour pouvoir adopter de meilleures pratiques par la suite. Par conséquent, il y a des méthodes de prévention pour les TMS. L'ergonomie va s'y attacher et donc sur, par exemple, la conception des espaces de travail, puisque donc l'ergonomie s'attache à l'environnement, aux moyens matériels, à l'organisation du travail. Donc, par exemple, il va peut-être se pencher un peu plus sur la visibilité optimale qu'aura par la suite l'impact sur le poste. Donc, par exemple, le dentiste va devoir bien se situer à la bonne distance de la cavité buccale du patient pour avoir une distance qui va bien optimiser l'acuité visuelle et l'accommodation, hein, ce qui va pouvoir minimiser la fatigue et la convergence des yeux. Donc, ça va demander en fait de pouvoir ajuster au maximum son poste de travail. Et son poste de travail, c'est principalement le fauteuil du patient. Donc, plus il sera ajustable et modulable, plus il va pouvoir s'adapter à sa propre morphologie, puisque effectivement, ils vont tous être de morphologie différente, donc des besoins de hauteur différentes. L'éclairage aussi va avoir du sens. Il faut qu'il soit de bonne qualité et surtout bien orienté, ce qui va permettre après de faciliter la posture du chirurgien, parce que si effectivement il doit se pencher, se rapprocher parce qu'il y a un mauvais éclairage, ça va induire des contraintes posturales. S'assurer que le patient n'est pas positionné trop bas sur son fauteuil, donc de l'ajuster, de bien ajuster pour éviter les flexions du dos et de la tête. Le plan de travail avec les instruments aussi, il faut s'assurer qu'ils soient bien placés, en fait, qu'il n'y ait pas forcément une nécessité de faire une rotation du bassin ou du dos pour pouvoir prendre ces instruments. Hein, donc, dans une posture où il est toujours en fait bien ancré dans son siège. Donc, favoriser un siège avec des roulettes pour être mobile, qui puisse s'ajuster, hein, donc réglable en hauteur. Dans une posture idéale, on va dire que le dos doit être bien calé sur le petit dossier, de préférer un siège avec un petit dossier, d'avoir une flexion de la tête qui ne sera pas supérieure à 20 degrés, les avant-bras bien à l'horizontale vers la zone de travail et puis les pieds bien à plat ancrés dans le sol. Donc, toutes ces petites choses-là vont déjà améliorer la posture, mais il y a aussi dans l'organisation du travail, réfléchir à comment on va organiser ces rendez-vous. Si vous avez des actes longs, plutôt préférer une alternance entre un acte qui va demander une posture peut-être maintenue pendant 2 heures et derrière quelque chose d'un petit peu plus court et moins contraignant. Donc, éviter de faire des journées trop compliquées en termes de posture maintenue. Pourquoi pas introduire des petites pauses, c'est-à-dire se relever pour libérer un peu la posture et mieux se rasseoir et relâcher les tensions du corps. Et puis la prévention par l'entretien musculaire, mais ça c'est effectivement dès l'apprentissage, il faut que les étudiants puissent être sensibilisés sur les bonnes pratiques en termes de posture pour pouvoir en fait avoir finalement des habitudes correctes et de ne pas se créer déjà des contraintes physiques au démarrage de leur activité. Donc, on le sait que même avec la meilleure position, les chirurgiens dentistes auront toujours une position statique de par leur activité. Ça fait partie de la contrainte de leur métier qui va du coup impliquer des contractions à peu près environ 50% des muscles du corps. Ça va permettre de lutter contre la gravité. Et ces postures, en fait, vont créer des contractions prolongées, répétées. Donc, ça va créer un déséquilibre musculaire et des douleurs.
Donc pour ça, plus le cadre de travail sera optimisé avec des équipements ajustables, plus l'organisation sera réfléchie en évitant voilà, des rendez-vous, des journées trop complexes en termes d'actes statiques, et plus on va faciliter la réduction des TMS. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, Marie-Laure. Super. Donc, effectivement, Aurélie vient de nous dire l'importance de bien choisir son équipement de travail, de l'adapter au maximum, de bien faire attention à ses postures, mais elle a également beaucoup insisté, j'étais à l'écoute, sur l'organisation du travail. Je veux bien que tu passes à la diapo d'après, parce qu'effectivement, généralement, on va s'arrêter aux troubles musculo-squelettiques, on a des douleurs au dos, peut-être que c'est le mauvais matériel, et cetera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, tout ça a un lien et les facteurs de troubles musculo-squelettiques sont vraiment multiples et l'organisation du travail, donc les facteurs de risque psychosociaux en font partie. Donc c'est très important que déjà au mieux d'analyser ces facteurs organisationnels en amont ou alors si la douleur est déjà installée, de pas uniquement se focaliser sur le matériel et sur la posture, mais également sur l'organisation du travail. Et d'ailleurs, c'est ce que font voilà, les ergonomes de votre service de santé au travail. Ils viennent à votre rencontre, ils observent effectivement votre environnement, le matériel, vos postures, mais ils vont également vous questionner sur votre organisation du travail et donc sur ces fameux facteurs de risque psychosociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière globale, les facteurs de risque psychosociaux, ils sont élevés, voire même très élevés chez les professionnels de santé, vous en faites partie. Et tout ça, finalement, ces facteurs de risque que je vais vous donner juste après, ça peut entraîner des risques psychosociaux, ce fameux stress au travail qu'on connaît ou voilà, la souffrance au travail, le mal-être. Donc c'est primordial finalement de pouvoir connaître ces facteurs de risque psychosociaux qui sont au nombre de 7 sous-familles le plus en amont possible pour justement éviter l'impact sur votre santé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces risques psychosociaux, ils peuvent avoir un impact sur votre santé physique, bien entendu, avec des douleurs, mais également mentales. Et c'est souvent ça qui fait un petit peu peur parce que finalement, on se dit, bon, bah, là, on rentre dans le psychologique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces risques psychosociaux, ils vont prendre naissance donc les facteurs de risque dans vos conditions d'emploi, dans vos métiers, dans vos organisations du travail. Donc finalement, on ne va pas vous demander de rentrer dans la tête des gens et d'analyser la psychologie des personnes, mais vraiment de vous focaliser sur vos organisations du travail et finalement vous poser des questions. Est-ce que j'estime que mon travail est intense et complexe? Et ensuite, il y a tout un tas de sous-familles qu'on ne va pas vous exposer aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à aller voilà, vous renseigner. Est-ce que j'estime que dans mon métier, il y a des exigences émotionnelles? Est-ce que je travaille en conflit avec mes valeurs professionnelles? Est-ce que mes horaires de travail sont difficiles? Donc j'imagine que là, en écoutant un peu les différents facteurs de risque, vous devez vous dire que oui, effectivement, il y en a une liste assez complète dans mon métier. Et d'ailleurs, la diapo juste après, je vais vous donner quelques exemples de facteurs de risque qui peuvent appartenir à vos professions. Aurélie en a déjà exposé certains, notamment les cadences de travail. Donc effectivement, très souvent, vous pouvez avoir vous-même géré votre propre cabinet de dentiste, donc être en surcharge de travail, avoir des difficultés au niveau de la gestion du temps. Vous êtes clairement dans des métiers où une attention constante est demandée avec une concentration quand même qui est extrême. Vous êtes dans des actes médicaux, parfois des petits actes chirurgicaux. Donc il y a également en face un niveau d'exigence au niveau des patients. Donc vous devez aussi gérer tout ça au quotidien. Vous avez quand même une responsabilité médicale qui est importante, donc qui rend intense et complexe, encore une fois, votre profession. Vous êtes parfois confronté à la souffrance d'autrui, la souffrance physique, mais également la souffrance parfois du coup psychologique, avec des gens qui arrivent en détresse. On sait que voilà, la bouche est quand même centrale et mine de rien, avoir voilà, une bouche en mauvaise santé, ça peut être très difficile psychologiquement voilà, pour les personnes. Vous pouvez être face à des difficultés relationnelles avec le patient, devoir gérer l'anxiété, la douleur également. Vous devez gérer les charges du cabinet en libéral. Vous êtes autonome dans votre tâche, mais en même temps avec une autonomie temporelle qui est limitée, parce que vous avez une rythme, des cadences de travail qui sont élevées avec des rendez-vous qui peuvent s'enchaîner. Donc on le voit, vous êtes dans une profession qui est à risque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, si vous ne maîtrisez pas ces facteurs de risque le plus en amont possible, eh bien des risques psychosociaux peuvent apparaître et ces risques psychosociaux vont
vont à un moment donné de toute façon avoir atteinte à votre santé. Et c'est pas uniquement je suis fatiguée, ça ira mieux la semaine prochaine. Il y a des maladies cardiovasculaires qui peuvent s'installer, des burn-out, on les connaît, des maladies psychosomatiques, tout un tas de pathologies. On va pas les lister aujourd'hui, mais tout ça pour vous montrer qu'il peut vraiment avoir une atteinte pas uniquement mentale, mais également physique. Donc le mot d'ordre, c'est repérer au maximum le plus en amont ces facteurs de risque et pouvoir les maîtriser au maximum, comme par exemple organiser vos rendez-vous pour faire des rendez-vous assez compliqués, suivis de rendez-vous plus légers, par exemple, par la suite. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter le risque chimique. Donc, comme vous le savez, le risque chimique est très fréquent au sein des cabinets dentaires. Donc, un agent chimique dangereux est une substance ou un mélange dont la composition est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des salariés exposés, mais également des utilisateurs. Donc, le risque chimique, il faut savoir qu'il est présent au travail, mais également à la maison. Alors, les différentes voies de pénétration sur du risque chimique, vous pouvez le voir sur ce schéma. Il y a la voie aérienne, la voie cutanée et également la voie digestive. Comment repérer les agents chimiques dangereux? Donc, de deux manières. Vous avez sur chacun de vos flaconnages une étiquette. L'étiquette, c'est la première information que vous pouvez lire. Elle est essentielle. Elle fournit à l'utilisateur les dangers que représente le produit, mais également toutes les précautions à prendre pour manipuler ce produit, pour le stocker et intervenir en cas d'urgence. L'étiquette des produits chimiques est obligatoire, donc vous le retrouvez sur l'ensemble de vos produits. L'étiquette donc, comprend également des pictogrammes, des mentions de danger et des mentions d'avertissement, mais également des conseils de prudence. La deuxième manière de repérer les agents chimiques dangereux, ce sont les fiches de données de sécurité. Alors, les fiches de données de sécurité, ce sont des fiches qui comprennent la composition du produit, identifient les dangers et précisent les mesures de prévention, les mesures collectives et individuelles, mais également les premiers secours. Donc, elle contient des informations sur le stockage, sur la lutte contre l'incendie et sur l'élimination des déchets. Elle est obligatoire, elle doit être transmise par le fournisseur. Malheureusement, dans les cabinets dentaires, on pleure au quotidien pour récupérer ces fiches de données de sécurité, surtout pour vous aider au quotidien. Ces fiches sont rédigées en 16 points en langue du pays et elles ont une obligation de mise à jour par le fournisseur normalement tous les 3 ans. À savoir que les fiches de données de sécurité doivent être transmises au médecin du travail par l'employeur et qu'au sein de cabinets dentaires ou d'autres activités, les fiches doivent être archivées sans limitation de durée. 3 points spécifiques sont à retenir sur les fiches de données de sécurité. C'est la partie 2, l'identification des dangers, la partie 3 qui est la composition et l'information sur les composants, avec les numéros CAS qui nous permettent de voir si le produit est classé cancérogène ou pas, et le contrôle sur l'exposition des travailleurs et la protection individuelle. Il faut savoir que même en l'absence de symptômes, vous avez été un peu trop vite, mais c'est pas grave. Voilà, même en l'absence de symptômes ou de risques signalés, prudence avec des petits conditionnements, les médicaments, les nouveaux produits, mais également les produits cosmétiques. Allez-y. La prévention du risque chimique, elle est de 2 ordres. Premier ordre, c'est les recommandations de l'employeur. Donc, l'employeur a l'obligation d'appliquer les principes généraux de prévention, d'identifier les produits utilisés donc, par les fiches de données de sécurité et bien sûr de substituer ou d'éliminer les produits classés chimiques dangereux, classés CMR. Il y a d'autres petits points, mais bon, de toute manière, on vous proposera de vous transférer l'intégralité de notre présentation. Il y a également des recommandations aux salariés. Le salarié, il faut savoir qu'il n'a pas le droit il n'est pas recommandé de mélanger certains produits entre eux, tels que de l'eau Javel avec un autre produit chloré. Ça peut avoir des gros risques sur la santé du salarié. Faut faire aussi très attention à des produits désinfectants, des détartrants, des détergents qui peuvent avoir des risques de dégagement de chlore très caustique. On évite les produits de désinfection sous forme de spray. On recommande plutôt d'utiliser des lingettes où les lingettes sont réellement déjà imprégnées du produit et ça évite d'avoir une dispersion du produit qui se diffuse sur l'ensemble du poste de travail. Mais également, on recommande sur le fait de penser à fermer les bacs de trempage.
Alors, un dernier point, il faut savoir sur les produits CMR, lorsqu'il y a un désir de grossesse ou lorsque, vous êtes enceinte et pour tout le personnel, des cabinets dentaires, hein, aussi bien les dentistes que les assistantes dentaires, vous devez impérativement consulter votre médecin du travail. Le médecin du travail va vous informer sur les risques professionnels de votre poste de travail et des effets éventuels sur votre grossesse. Il vous proposera des mesures adaptées pour vous protéger. Je vous remercie pour votre attention. Alors maintenant, sur la radioprotection, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le bilan 2019 de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, la dose individuelle moyenne annuelle sur l'effectif dentaire est environ de 0,23 millisieverts. Et que donc dans ces 86% de ces personnes sont en deçà du seuil d'enregistrement, donc de 0,1 millisieverts, et donc considérés comme non exposés. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dose de 1 millisieverts est considérée en radioprotection comme une dose faible, voire très faible, hein, selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Alors, les obligations de l'employeur. L'employeur doit désigner un conseiller en radioprotection, déclarer à l'autorité de sûreté nucléaire, aménager son cabinet en fonction, faire des vérifications, une étude de poste de zonage. Il y a aussi un suivi des travailleurs en cabinet avec un suivi dosimétrique et un suivi par cisérie. Et évidemment, donc, il doit faire une évaluation des risques professionnels. Alors, les nouveautés les nouveautés actuelles sont donc que le conseiller en radioprotection peut être une personne compétente en radioprotection ou un organisme compétent. Et dans les personnes, ça peut être soit l'employeur ou l'assistante. Et là, dans les nouveautés également, il y a une organisation des vérifications. Et ensuite, les zones réglementées sont délimitées. Il y a donc un zonage. La surveillance des travailleurs exposés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dentaire, les salariés exposés sont classés en catégorie B, c'est-à-dire une dose efficace de moins de 6 millisieverts. Mais comme je vous l'avais dit en introduction sur la radioprotection, c'est moins de 1 millisievert, donc vraiment faible, voire très faible. Normalement, les assistantes dentaires ne sont pas exposées. Ce sont les chirurgiens dentistes qui le sont. Voilà. L'employeur doit établir une fiche individuelle d'exposition pour chaque salarié. Et donc, il y a, comme je l'ai dit, un suivi dosimétrique individuel nominatif pour chaque professionnel. Il y a aussi un dosimètre témoin qui est placé dans le cabinet en dehors de la salle de tir et un dosimètre d'ambiance par pièce comportant un générateur. Concernant la surveillance médicale, donc la visite d'embauche doit se faire avant la prise de poste. Les visites se font sur une périodicité maximale de 4 ans, avec une visite intermédiaire qui peut être faite par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite d'aptitude avec le médecin du travail. L'employeur, lui, doit déclarer le salarié exposé en suivi individuel renforcé, CIR. Hein, et l'employeur va donc déclarer le salarié et le médecin à l'organisme CISERI hein, pour l'enregistrement des données dosimétriques des salariés. Là, je vous rappelle depuis peu, les salariés ayant bénéficié d'une surveillance renforcée doivent avoir une visite médicale de fin de carrière. Il y a aussi, enfin, un suivi post-professionnel qui doit être mis en place en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil. Attention,
dans les cabinets dentaires, on a beaucoup de personnel féminin et en tout cas qui doit informer au plus tôt le médecin du travail concernant la grossesse. Alors, bonjour, j'imagine que la parole est à moi parce que Narada n'a pas fait de lien. Je vous parle du bruit. Alors déjà, il faut savoir que l'oreille joue un rôle très important dans l'équilibre et dans l'audition. Le bruit, c'est en fait un ensemble de sons qui est perçu et qui est désagréable. Le son est défini donc par une fréquence qui s'exprime en Hertz. Les fréquences représentent les vibrations par seconde et donc le volume sonore, c'est l'intensité qui est définie en décibels. Les sons aigus sont plus dangereux pour l'oreille que les sons graves et le son impulsif est plus agressif que le son progressif. Donc il faut savoir qu'en fait le son il arrive au niveau du pavillon de l'oreille, les vibrations sonores donc, vont jusqu'au tympan par le conduit auditif, le tympan vibre, il amplifie ses vibrations, elles sont transmises aux trois osselets, les trois osselets étant les trois plus petits os du corps humain, et à leur tour, ils vont amplifier ces vibrations pour les envoyer donc aux 15 000 cellules ciliées. Ce sont en fait des cellules sensorielles qui s'usent selon l'âge de la personne et qui peuvent être détruites lors d'une exposition intense ou bien une durée longue. Voilà. Les conseils et préconisations que l'on peut donner, il faut savoir préserver son oreille tout au long de sa vie, puisque je vous ai expliqué que en fait, la principale raison de la baisse de l'audition, c'était donc ces cellules ciliées qui sont soit abîmées, soit cassées, et actuellement aucun moyen de les réparer. Donc, dans les conseils qu'on peut donner, c'est bien sûr s'exposer le moins possible au bruit et le moins longtemps. Pour les cabinets dentaires, ce sont les bruits qui sont liés aux turbines des tartreurs et aspirateurs qui sont les plus agressifs. Donc, si besoin, porter des protections auditives. Il est bon de faire tout au long de la journée des pauses pour ne pas être exposé au bruit tout au long de la journée. Une nuit de sommeil de 7 heures est recommandée dans le sens où cette nuit permet une pause et donc une exposition à un bruit qui n'est pas difficile pour l'audition. Et puis, il y a des petites choses à faire tout au long de la journée dans le quotidien, c'est-à-dire baisser le plus possible le son de la télévision, de la radio, de tous les appareils sonores. Si vous portez un casque quand vous écoutez de la musique, faire attention à ce que ce son soit le plus bas possible. Essayez de parler le moins fort possible. Baissez aussi l'intensité de vos sonneries de téléphone. Enfin bref, toute une série de petits gestes de façon à avoir un quotidien qui n'agresse pas vos oreilles. Je vous rappelle donc que les sons les plus aigus sont les plus agressifs pour l'audition. Et bien sûr, si vous allez dans un concert, il faut porter des protections auditives. Voilà. Donc, je laisserai la parole à Narada pour conclure. Merci Frédéric. Alors, concernant les points à retenir, donc, connaître la conduite à tenir en cas d'exposition au sang. En tant que personnel de cabinet dentaire, vous êtes exposé à de nombreux agents pathogènes, ce qui nécessite donc, du coup, d'où l'importance des vaccinations. Et donc, n'hésitez pas à demander l'avis de vos professionnels de santé au travail. Par ailleurs, dans un cabinet dentaire, savoir adapter ses équipements de travail et varier les postures autant que possible. Savoir repérer et agir sur les risques psychosociaux. Le risque chimique, lui, c'est un enjeu majeur de santé publique. Attention, le risque d'exposition au rayonnement ionisant étant faible, n'oubliez pas qu'il y a quand même une nécessité de se faire suivre par le service de santé au travail
Et enfin, savoir préserver son capital auditif, comme vous l'avez dit, Frédéric. Pour conclure, n'oubliez pas que vous, en tant qu'employeur, vous pouvez solliciter votre service de santé au travail pour une aide au document unique, pour une étude de poste, voilà. Si vous estimez qu'un de vos salariés aurait besoin de voir le médecin du travail, donc c'est envoyer une demande de visite occasionnelle à votre demande. Vous, en tant que salarié, vous pouvez solliciter le médecin du travail quand vous en avez besoin, évidemment. N'oubliez pas que quand vous êtes en arrêt de 4 semaines ou plus, vous pouvez solliciter directement votre service de santé et de travail en demandant une visite de pré-reprise. Vous pouvez également solliciter votre médecin du travail pour avoir une aide auprès d'une assistante sociale et aussi être accompagné par une de nos psychologues du travail. Je vous remercie. Alors, désolé pour ce dépassement d'horaire.